Je vais aller faire mon rapport au directeur et lui dire que vous n'êtes pas apte à continuer. Oui, tout. Oui, je regrette tout. Tu crois pas que t'exagères un peu, là? Tu parles. On a tellement trimé pour en arriver là et moi j'ai tout fichu en l'air. Ça va, c'est pas comme si on avait été viré de la guilde. On nous a juste retiré de la mission par sécurité. Et nous sommes tout aussi responsables que toi. N'y pense plus, on aura d'autres occasions. Allez, tu veux que je te prépare un truc pour te remonter le moral? On attendait du monde? Pas que je sache. Bonjour. Bien, bonjour monsieur, suis-je bien chez l'équipe Gamer Quest? C'est bien nous, oui. Je souhaite m'entretenir avec vous. Auriez-vous quelques minutes à m'accorder? Salut frangin. Salut. Et salut vous deux. Allez-y, vous pouvez aller jouer. Content que tu aies pu venir, on a rarement l'occasion de se voir. T'en fais pas pour ça. Alors, comment ça se passe avec ta bande? Eh bien, on pense s'attaquer à la série Goemon. Ah, ça remonte ça. Ouais, Ganbare Goemon, qui se traduit par Tiens bon Goemon. C'était une des séries phares de Konami, il y avait longtemps tiens, se passant dans un univers parodiant complètement la mythologie et la culture japonaise. A l'origine, le personnage de Goemon vient du folklore japonais. Pour faire simple, c'est un peu leur équivalent de Robin des Bois. Par conséquent, le Goemon de cette série s'inspire et parodie ce personnage légendaire. Par contre, même si la série reste populaire au Japon, c'est loin d'être le cas à l'international. Rien qu'en Amérique, seuls 3 jeux ont été accueillis, sous le nom Mystical Ninja. Un sur Super Nintendo et 2 sur 64. Et chez nous, les 2 sur 64 seulement, dont un traduit uniquement en anglais, que nous avons tous les deux eu la chance de posséder et qu'on a kiffé, que ce soit pour le plaisir de jouer ou l'univers en lui-même. L'univers justement, bonne transition. Bien qu'il y ait une continuité, Goemon n'a pas vraiment de fil conducteur d'un opus à l'autre, comme Kingdom Hearts par exemple. Et donc on peut jouer à n'importe quel opus dans n'importe quel ordre sans pour autant être trop largué. Mais il met généralement en scène les mêmes univers et personnages. Ça prend place au Japon à l'ère féodale. On y suit les aventures d'un voleur du nom de Goemon, accompagné de son partenaire de toujours Ebizumaru, persuadé d'être un descendant de James Dean, mais aussi de Yae, une ninja agent secret, et d'un ninja robot appelé Sasuke. Non, pas celui-là. Et oui, je sais que ça se prononce Sasuke. Ainsi que Impact, un robot géant au swag indiscutable. Ils sont aidés dans leurs aventures par de nombreux personnages secondaires, les plus récurrents étant Omitsu, la love interest de Goemon, ou encore le Wise Man, créateur de Sasuke et Impact. Oui, j'ai bien dit qu'il y avait des robots au Japon féodal dans cet univers. Et encore, c'est que le début. Dites-vous que Goemon peut carrément se transformer en Super Saiyan. Oh, le méga plagiat! Eh oh, tu peux parler? Chaque opus propose sa propre aventure avec son lot de péripéties et d'antagonistes déjantés. Le plus populaire étant Harakiri Seppukumaru. Rien que non, ça en dit long. Un amateur de sport extrême voulant devenir champion du monde de Harakiri, qu'il considère comme le sport extrême ultime. Car si extrême que personne n'y a jamais survécu. Et qui fait littéralement du volleyball avec l'étoile noire. Quand on vous disait que ça pouvait partir loin dans les délires. Pour tout vous dire, le but des deux méchants du premier jeu sur 64 était de transformer le Japon en une énorme comédie musicale européenne. Par ailleurs...
Meilleure entrée en scène des méchants avant le combat final ever, je veux rien savoir. Et du coup, moi, Ref et Arak avons voulu nous replonger dedans avec quelques opus, dont le tout premier sur NES, où j'ai pas compris ce qu'il fallait faire pour avancer. Et le premier sur SNES, où Goemon et Bizumaru ont été rebaptisés Kid Ying et Dr Yang, et qui est assez difficile à quel point que même les PNJ essaient de nous trucider. Du coup, on a préféré commencer par ceux qu'on connaît déjà, à commencer par le premier opus sur N64, qui est un mix entre Mario 64 et Zelda Ocarina of Time, donc un jeu d'aventure plateforme que je vous conseille si vous êtes à l'aise avec l'anglais. Mais c'est le second jeu qui reprend le plus exactement le gameplay classique de la série, à savoir Goemon's Great Adventure, appelé chez nous Mystical Ninja 2, et son nom d'origine... Ganbare Goemon Delo Delo Dochu Obake Tenkomori... Ouais, on va se contenter de Mystical Ninja 2, qui est jouable en coop, mais tout se voit en solo sur les images. L'histoire commence quand le Wise Man invite Goemon et Bizumaru pour leur présenter sa dernière invention, une machine à ramener les morts. C'est un manque de savoir-vivre, je trouve ça dégoûtant. Pourquoi une telle invention? Pour ramener à la vie les jolies demoiselles du passé comme Marilyn Monroe pour satisfaire ses idées de vieux pervers d'animé, bien sûr. Oui, tout à fait. Au Japon féodal, Marilyn Monroe était déjà née et est morte. Non mais cherchez pas la logique, sinon vous allez devenir fou. Alors qu'ils allaient faire un test, la machine est volée par Bizumaru, antagoniste récurrent de la série, dont la ressemblance avec Bizumaru n'est jamais clairement expliquée. Et l'aventure commence. On est sur un jeu de plateforme en 2D, au contrôle au choix de Goemon ou Bizumaru, chacun ayant leur spécialité et équipement. En l'occurrence, Goemon peut faire un double saut et attaquer à l'aide d'une pipe. Et il peut lancer des ryots comme projectiles. Oui, il se sert de son fric pour attaquer. Si ça c'est pas littéralement acheter sa victoire... Sûr que ça peut s'arranger avec du fric. Mais bref, le premier niveau est assez simple et permet de se familiariser assez facilement avec le gameplay. Le cheval, c'est génial. Notre personnage se déplace assez vite, ce qui peut être déstabilisant, mais ne vous en faites pas, on s'y habitue vite. On affronte généralement des yokai, tels que des kappas, les cousins des Thwomp, et les plus répandus de cet opus, les gyroïdes d'Animal Crossing. Oui bon, les gyroïdes sont inspirés d'urnes funéraires japonaises donc. À chaque fin de niveau, une statue de Tanuki apparaît, qu'il faut détruire pour obtenir un laissez-passer. On y reviendra. Franchi l'étape? On a déjà franchi l'étape, tête de nœud. Après avoir terminé le premier niveau, on arrive au village de Edo, où ici, les déplacements sont plus libres. On en parlera un peu plus en détail plus tard, mais il y a beaucoup de choses importantes à faire dans les villages, notamment le salon de thé dans lequel nous pouvons changer le personnage qu'on incarne. Et c'est d'ailleurs sur place qu'on retrouve Sazuk, lequel nous avertit dans une traduction très approximative que Impact a pété les plombs et s'attaque au château de Edo. Cesse de poser plein de questions à la fois. Je les ai pas posées à la fois, je les ai posées une après l'autre. Les poser à la fois, ça aurait fait. Excusez-moi, moyen de se centrer. Je me souviens que quand on y a joué pour la première fois en coop, qui plus est, j'ai tout de suite changé de perso pour continuer avec lui. Sazuk était mon personnage préféré dans le jeu précédent. Celui se bat avec des kunai et utilise des bombes comme projectiles, idéal pour atteindre les ennemis en contrebas. Il n'a qu'un saut, néanmoins très bon, et se déplace très vite. Contrairement à Bizumaru qui ne saute ni haut ni loin, mais peut rebondir au sol pour gagner de la hauteur, et qui se bat avec... une spatule... il n'utilisait pas un marteau dans le précédent jeu. Oh tu sais, il a jamais la même arme d'un jeu à l'autre. Un coup un ruban, un coup un sifflet de fête, je sais pas comment s'appellent ces bidules, et un coup il a carrément un stand. Quoi qu'il en soit, après avoir traversé le village, on arrive à un embranchement avec 2 niveaux à faire, mais impossible de passer par celui de gauche. Des blocs nous barrent la route. Le second est un peu plus corsé, mais se fait sans trop de problèmes. C'est d'ailleurs dans ce niveau qu'on trouve le premier et unique mini-boss de tout le jeu. Et on arrive aux portes du château de Edo, mais les gardes refusent de nous laisser passer, alors que ce dernier est attaqué. Mais laissez-nous passer, sacrebleu, on doit les aider! La loi, c'est la loi. Mais vous voyez pas que votre château est en train de cramer? C'est ça, et pourquoi pas une aurore boréale tant que vous y êtes. Pour continuer, on a besoin de 5 laissez-passer. Il y en a un à chaque fin de niveau, et d'autres peuvent être obtenus en terminant des missions en ville.
Certains habitants nous demandent en effet des services à leur rendre, comme ce DJ qui a perdu son disque, son micro et son casque dans le premier stage, et ce avant la nuit. Car oui, à la manière de Castlevania 2, on a un cycle jour-nuit. La nuit tombe sur la ville, et nos 3 héros vont affronter de terribles méchants. Et quand la nuit tombe, on affronte des monstres beaucoup plus dangereux, mais en contrepartie donne plus de Ryo une fois vaincus. Ryo qui servent non seulement de munitions, mais également à acheter des choses au village, comme de la nourriture pour regagner de la santé quand elle tombe à zéro, des armures pour pouvoir encaisser plus de dégâts, dormir à l'auberge, ou encore dans cette maison, notez ce petit clin d'œil, où on peut trouver cette dame qui, contre 100 Ryo, nous offre une nouvelle arme. Oui, nouvelle arme qui est une dis juste, arme. Sinon, ça va être sorti de son contexte. Ok. C'est une arme propre à Goemon, qui au passage faisait office de grappin avant. Donc obligé de traverser ce niveau avec lui. D'ailleurs, les niveaux ont parfois des chemins différents, pouvant parfois mener à des sorties alternatives, et donc à un tout autre laissez-passer et chemin. Et une fois qu'on a le nombre requis de laissez-passer, nous pouvons accéder au château. Regardez derrière vous. Vous voulez dire surveiller vos arrières, non? Enfin. Le château d'Edo est beaucoup plus difficile et long. Ici, le but est de grimper au sommet pour sauter sur la tête de Impact, qui nous attaque pendant la montée. Oui, il nous tire dessus depuis ses trous de nez. Par ailleurs, en plus des Ryo et Dango qui redonnent de la santé, on peut parfois trouver des statues de chats porte-bonheur. Des Manekineko, je crois que ça s'appelle. En ramasser une améliore notre arme au stade argent, puis un second au stade or. Chaque stade augmente la portée et la puissance de notre arme, et chaque coup reçu, sans armure, diminue le grade d'un stade. Et une fois au sommet, on affronte notre premier boss, qui est facile comme tout. Mais, à la suite duquel, nous affrontons un second boss, cette fois-ci à bord de Impact en FPS. Et ouais, c'est une des originalités de la licence. Ici, le gameplay change du tout au tout, et croyez-moi, il vaut mieux vite s'y habituer. Car la moindre erreur de timing peut vous coûter la victoire d'office. Heureusement, vous avez à votre disposition 2 attaques surpuissantes pouvant vous tirer d'un faux pas. Et si une attaque ennemie vous semble imparable, vous pouvez toujours passer le relais à votre allié pour l'annuler. Continuez ainsi jusqu'à la victoire. Annuler la zone? Non mais sérieux, ils ont utilisé Google Traduction pour mettre en français, c'est pas possible! Je ne peux m'expliquer que les gens aient tant de difficultés à écrire et à s'exprimer, je ne peux admettre... Oui, c'est inadmettable, effectivement. Et Ça, c'est clair. enfin, insister sur le fait d'apprendre... Oui, il faut insister sur l'apprentissage du français. C'est un grand problème. Oui, c'est très problémationnel. Ceci dit, Bizmaru a réussi à s'échapper vers l'île de Ryugu, qui est donc notre prochaine destination. Une fois de plus, on a toute une série de niveaux à traverser, avec des points d'eau un peu partout, mais impossible de plonger. Jusqu'à arriver au village pour y retrouver Yae, venue ici pour enquêter sur Bizmaru. Elle a par ailleurs le pouvoir de se transformer en sirène, ce qui lui permet de plonger sous l'eau, et pour qu'un second joueur puisse la suivre, ils ajoutent à Sasuke une machine permettant de plonger lui aussi. Désolé Sasuke, tu es parachutiste. Je suis un... Yae devient jouable à partir d'ici, attaquant au sabre et au bazooka. Oui, on est toujours au Japon féodal, et dont les sauts sont les plus longs du groupe. A partir de là, on peut réexplorer les précédents niveaux pour traverser les passages sous-marins, et trouver de nouveaux chemins sur la carte. Par contre, bien que je préfère Sasuke, je dois reconnaître être plus à l'aise avec Yae sous l'eau. Yae, elle, attaque au bazooka, ce qui, reconnaissons-le, est beaucoup plus pratique. Qu'est-ce que tu fais avec ce Magnum 357 pointé dans ma direction? On continue donc d'avancer, terminant les niveaux, effectuant des missions, jusqu'à atteindre le château de Ryugu, qui est en quelque sorte le temple de l'eau, et qui nécessite de traverser plusieurs phases sous-marines. De ce fait, vous atteindrez forcément le boss avec un des 2 plongeurs. Et ayant voulu faire chacun des 4 châteaux avec un perso différent, ayant fait le premier avec Goemon, j'ai choisi d'utiliser Sasuke pour celui-ci. Le boss est une fois encore assez simple, mais le cri qu'il pousse tout au long du combat me fait flipper. D'autant plus qu'on le réaffronte avec Impact juste derrière. Et je n'ai jamais trouvé comment contrer cette attaque, qui nous tue quoi qu'il arrive. Donc pensez à la technique du relais. Direction cette fois Mafu Island, l'île des morts. Je sais, on dirait pas. Chérie, tu as vu ça? Il y a plein de gens morts dans le jardin. Une fois encore, c'est la même formule. Niveau à parcourir, village, mission à effectuer, le tout pour avoir accès au château,
qui se terminera par un boss et un combat à bord de Impact et Miss Impact. La routine habituelle, quoi. D'ailleurs, on retrouve le Wise Man au salon de thé du village. Attention à ce que tu dis. Je suis encore plein de venin. Ok, frappe-moi, je t'empoisonne. Ce dernier a découvert l'existence d'un terrible démon appelé Dochuki, qui aurait ravagé le monde des esprits il y a 300 ans, mais a heureusement été arrêté avant de pouvoir s'attaquer à Edo. Mais à présent, Bismaru tente de le faire revenir grâce à la machine de rappel. On devait l'arrêter à tout prix. L'ennui, c'est qu'à l'époque, on n'a jamais réussi à finir cette zone. Vraiment, la difficulté augmente beaucoup à ce stade, ne serait-ce qu'avec les missions. Ok, le jeu de mémoire pour Sazuk de nuit est pas excessivement difficile. Ni l'échange entre les différents iguanaman du village. Pensez à fouiller les puits des villages chaque nuit pour les rencontrer et obtenir leur laissez-passer. Mais la pire mission est sans nul doute celle-ci. Il faut parcourir ce niveau pour poser des chapeaux sur les statues. Sauf que certaines statues sont des fausses, et si on en choisit une mauvaise, on doit tout recommencer. Et Sana et moi, on a beau examiner sous tous les angles, on n'a aucune idée de comment on est censé les reconnaître. D'autant plus que certaines ne peuvent être trouvées qu'après avoir pris un chemin sous l'eau. Vraiment une purge de compète cette mission. Et je parle même pas du château. Déjà pour l'atteindre, il faut prendre une route alternative dans le niveau Man-Eater's Road. Mais en plus, le château en lui-même est une galère cosmique. J'ai jamais réussi à le finir. Oui, on est bien en train de se faire attaquer par des coronavirus. D'autant plus que j'ai eu la super idée de le faire avec Ebizumaru. Qu'est-ce qui m'a pris? Et si c'était que ça, je dis pas, mais jeux de plateforme oblige, on a des vies limitées. On peut bien en trouver ici et là, et même en obtenir dans les restaurants, mais le fait est que comme les châteaux sont très longs et qu'il faut recommencer à zéro en cas de game over, bah, ça a de quoi décourager, hein. Et oui, l'écran de game over est bien représenté par des oni-culturistes qui font du hula hoop. Ah bah, je me posais pas de questions quand j'étais gamin, hein. Et le boss est tout aussi relou. Et du coup, on arrive trop tard pour empêcher la résurrection de Dochuki. Ah, il est pas mal niveau puissance, ça, hein. Il doit facilement avoisiner les 120 tonnes au TNT, hein. C'est un super vilain prometteur. Ne reste plus que la phase à bord de Impact contre un boss assez facile, je dois l'avouer. Direction ensuite le monde des fantômes, pour retrouver la machine et la détruire avant que d'autres morts ne reviennent. Les morts, c'est pas dangereux. Bah, ça dépend, hein. Des fois, ils sont vivants. À partir de là, je suis en terrain inconnu. J'ai raté quoi du coup? Rien de particulier à dire sur les niveaux de cette zone, si ce n'est son ambiance mystique assez sympa, son très beau village entièrement construit sur un arbre géant, la mission visant à trouver et vaincre les 6 guerriers Tengu. Franchement, une zone sympa et qui, comme chaque zone du jeu, possède son propre bestiaire, avec notamment des ennemis chelous qui nous attaquent avec leur... Oh mais Dieu, mais c'est ignoble là. Ceci dit, il est possible que malgré les 4 personnages jouables, vous ne jouiez principalement plus qu'avec Goemon à un moment donné. Certes, les personnages sont tous sympas à jouer, enfin presque, mais Goemon est bien plus avantagé que chacun d'eux. Rien qu'avec son double saut facilitant les phases de plateforme, et sa pipe chaîne qui permet d'attaquer de très loin tout en économisant de l'argent. Et du coup, que vous ne changez de personnage que pour les missions vous y obligeant. Malgré tout, j'ai tenu mon engagement et fait le château avec Yae. Assez stressant avec ce monstre qui nous poursuit, mais auquel je trouve un petit côté Castlevania. Si, je vous jure, il manquerait plus que Dracula se pointe. On lui a déjà réglé son compte. Ah ok, Pardon? Et le boss, Kabuki64, qui j'ai cru comprendre était un ennemi récurrent de la série, est assez stylé à affronter, bien qu'un petit temps d'adaptation soit nécessaire contre son pattern. Et le combat à bord de Impact, bien que corsé, est lui aussi bien stylé. Puis on passe à la dernière zone du jeu, le château flottant. Tu veux dire que le château se répartit cette fois sur tous les niveaux de la zone? Oui, et de ce fait, y a pas grand chose à dire dessus, vu que tous les niveaux sont très ressemblants. Bon, on a quand même un village avec des petites missions à effectuer, dont une très sympa dans laquelle Yae devient conseillère téléphonique pour répondre aux interrogations des enfants qui l'appellent, et dans laquelle il faut choisir les bons dialogues. Moi, je serais président de la République. Ah bah, si tu veux être président de la République, ma chérie, il faut que tu travailles à l'école avant. Président de la République, ça gagne beaucoup?
Ah, je pense qu'il gagne beaucoup, ouais. Mais toi, à mon avis, c'est trop gentil pour être président de la République. Ah, faut être méchant. Un petit peu, hein. Ouais. Faut pas être méchant, mais il faut savoir mentir. Puis on arrive au dernier niveau qui est une compilation des 4 châteaux précédents. Celui de Edo, où le pyrotechnicien a visiblement pas fait son taf. Celui de Ryugu, avec une face sous-marine. Celui de Mafu, qui donnerait des cauchemars même à Philippe Etchebest. Et le château fantôme, avec le retour de ce gros relou. Au moins ça permet de réécouter les musiques des 4 châteaux. Ouais, parce que franchement, même si pour moi toutes les musiques de Goemon sont géniales, les musiques des 4 châteaux sont de vrais bangers comme on dit. Franchement, je vais avoir du mal à n'en choisir qu'une seule pour le medley final de la saison 2. Puis on arrive enfin à Dochuki, qui nous envoie d'entrée de jeu son robot qui... Ses attaques peuvent être déroutantes, mais en gardant son calme et en lançant les attaques spéciales, au bon moment, on en vient à bout sans trop de difficulté, avant d'enfin affronter Dochuki lui-même. C'est ça le boss final? Oui, mais... attends, il a une deuxième phase. Sérieux? Oui, bon, j'avoue qu'ils ont un peu diminué la donne sur le challenge à ce moment-là. Mais après quoi, Dochuki est finalement vaincu, Edo et le monde des fantômes sont sauvés, et tout est rentré dans l'ordre. Franchement, ça me chagrine que la série Goemon soit si peu connue. Rien que cet opus montre à quel point elle a de bons arguments. De la plateforme bien maîtrisée, des personnages attachants, un univers loufoque, un système d'équipement donnant un petit côté RPG... Bref, cette série et ce jeu, malgré quelques bémols pas trop gênants, ont tout pour plaire. Et m'a même fait découvrir la culture japonaise à l'époque. Tant par l'architecture de ses bâtiments, ses créatures typiques, sa nourriture... Je vous jure, quand je voyais les plats dans le jeu, ça me donnait envie de tout goûter. La série a continué pas mal de temps après au Japon, proposant même 2 mondes alternatifs, dont un se rapprochant plus d'un shonen qui délaisse l'aspect parodique, sans pour autant laisser tomber l'humour, et un se passant dans le futur faisant passer à Megaman X, et dans lequel Ebisu Maru est remplacé par une fille du nom de Ebisu tout court. Et depuis le dernier opus sur Nintendo DS, plus rien. La série, comme tant d'autres chez Konami, finit par disparaître et passer du côté obscur du pachinko. D'ailleurs, la série a même eu droit à quelques adaptations en animé, 2 OAV, ainsi qu'une série intégrale, que les Américains ont eue, et dans lequel Goemon et ses amis sortent de leur jeu pour rejoindre notre monde à nous. Tiens, c'est bizarre, ça me rappelle une autre série sur un jeu avec le même speech... Ah, je l'ai sur le bout de la langue! Franchement, si vous avez l'occasion de tester un opus de cette série, même un qui n'est pas sorti chez nous, et si c'est possible pourvu d'une fan traduction, foncez! Goemon mérite vraiment le coup d'œil. Alors, content d'avoir aidé cette série à regagner un peu de visibilité? Ha! Ce sera sûrement pas grand chose, mais c'est déjà ça. Au fait, j'ai entendu dire que mon patron avait rendu visite à ton équipe il y a 2-3 jours. Il vous voulait quoi en fait? Merci pour votre accueil. Je me présente. Je suis Dimitri Brodkel, PDG de Cartridge Corp. Cartridge Corp? C'est une société directement liée à la guilde. Elle est à la tête de différentes filières de fabrication de cartouches, CD et autres matériels de jeu comme les manettes par exemple. Oui, Saga y est employé. Je vois... Et vous nous voulez quoi? J'ai cru comprendre que votre équipe avait récemment été écartée de l'opération des failles. Est-ce exact? Eh bien... Ouais. Ça ne m'étonne pas de ce cher Lios, qui a toujours été surprotecteur.
Vous le connaissez personnellement? Nous sommes pour ainsi dire de vieux amis. Néanmoins, je pense qu'il commet une erreur en vous écartant. Comment ça? Je suis convaincu que c'est justement de joueurs de votre genre dont la situation a besoin. Vous pouvez vous expliquer? Les jeux sont bien plus qu'un divertissement ou une histoire. Ce sont des mondes bien réels. Pardon? Les mondes des jeux existent vraiment. Ils sont juste isolés et inatteignables. Mais parfois, une essence s'en échappe et arrive à l'Utopia, qui se trouve au centre même des entremondes. Cette essence contient à elle seule l'histoire, le temps et les souvenirs du monde d'où elle s'est échappée. Nous avons pour cette raison appelé existence. Les cartouches, CD de jeux et autres réceptacles sont utilisés pour les contenir et deviennent ainsi comme des clés permettant d'ouvrir une passerelle pour accéder au monde et l'époque d'où provient l'existence, tout en l'alimentant. Pas seulement pour participer à l'histoire, mais aussi parce que si les existences ne sont pas assez alimentées, le monde dépérit sur le long terme et finit par disparaître. C'est pourquoi ils sont présentés comme de simples jeux pour que tout le monde puisse contribuer à leur sauvegarde. Vous êtes sérieux? C'est tout bonnement incroyable! Pas étonnant que la guilde soit aussi importante et que presque tout l'Utopia tourne autour des jeux alors. Mais quel est le rapport avec nous? Lios pense que cette mission est trop dangereuse pour vous. Mais je pense au contraire que vous êtes les plus qualifiés. Vous avez quelque chose que nombreux joueurs d'aujourd'hui n'ont plus. La plupart ne s'intéressent aux jeux que par effet de mode, pour battre des records, pour théoriser et autres. Vous êtes passionnés des jeux, pour ce qu'ils sont, pour ce qu'ils ont à offrir, qu'ils soient bons ou mauvais, simples ou difficiles, avec ou sans histoire. C'est une chose que je pensais disparue depuis longtemps. C'est de joueurs comme vous dont la guilde a le plus besoin. Mais on n'a plus le droit de participer à la mission. Si on se fait prendre... J'en assumerai l'entière responsabilité, mais le choix ne tient qu'à vous. Sur ce, je dois vous quitter. Merci de m'avoir accordé un peu de votre temps.